Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'histoire du programme de 5e. Nous sommes dans une vidéo de révision, une vidéo bilan sur le chapitre L'émergence d'une nouvelle société urbaine. Première partie, l'essor des villes. Sur cette carte, nous pouvons observer que les villes se concentrent le long des principales routes commerciales en de grandes régions commerciales. Nous pouvons également observer que dans les villes les plus importantes, on va également retrouver des places bancaires, c'est-à-dire des bourses, et également des universités. En effet, le premier point qui explique l'essor des villes au Moyen-Âge est le développement du commerce. À partir du XIe siècle, on observe dans l'Occident une reprise du commerce. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les routes deviennent plus sûres, il y a moins de banditisme, et on observe également une amélioration des transports terrestres et maritimes. Autre point qui peut expliquer cette augmentation du commerce, c'est le développement des campagnes. Il y a de plus en plus d'habitants et les productions agricoles et artisanales augmentent. Des marchandises vont donc être échangées dans ces villes et on va avoir le développement de centres de commerce, de foires, par exemple la foire du Landy que vous avez à l'écran. Et les villes vont aussi parfois se développer autour d'un centre religieux, d'un centre de pèlerinage ou d'université. Pour étudier la ville médiévale, nous allons prendre un exemple, la ville de Bruges. Comme vous pouvez le voir, la ville de Bruges se situe dans le comté de Flandre, en l'actuelle Belgique, au nord-est de la France. La ville de Bruges, comme on peut le voir sur la carte, est construite sur un fleuve, le Rey, et la ville est également traversée par de nombreux canaux qui permettent notamment aux marchandises de parvenir sur les lieux de vente. La ville de Bruges est un bon exemple pour comprendre comment apparaissent les villes importantes du Moyen-Âge. À l'origine, au sein de la ville de Bruges se trouve une forteresse avec quelques activités commerciales. Il y a donc des personnes qui viennent à Bruges soit pour faire du commerce, soit pour se rendre dans le château. Et ces personnes, il va bien falloir les loger et les nourrir. Va donc apparaître à Bruges des commerces, de l'hôtellerie et de la restauration. Sauf que ces personnes vont devoir s'installer également dans la ville de Bruges, ce qui veut dire qu'on va avoir une augmentation des activités, qui va entraîner l'arrivée de nouvelles populations, qui va permettre d'augmenter les activités, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la ville de Bruges va se développer. Les principales activités que l'on retrouve à Bruges, c'est le travail du tissu, et des draps, et le grand commerce. Ainsi, à Bruges, on trouve de nombreuses nationalités. Concernant son organisation, la ville de Bruges est articulée autour de deux bâtiments principaux. Les halles, donc les marchés, et le beffroi, qui est une tour qui symbolise le pouvoir de la ville. Les décisions prises par la ville de Bruges vont être authentifiées, certifiées, par ce qu'on appelle un sceau, qui va être apposé sur les documents. Donc vous avez à l'écran le sceau de Bruges, et on retrouve sur ce sceau le nom de la ville et les bâtiments principaux qui permettent de reconnaître la ville. Cela signifie donc que la ville de Bruges se gouverne elle-même, c'est-à-dire qu'il y a un conseil communal qui va être composé d'échevins. Deuxième partie, la société urbaine. Vous avez à l'écran une charte de franchise qui marque officiellement la naissance d'une ville. Plusieurs raisons expliquent la rédaction de cette charte de franchise. Tout d'abord, avant de devenir une commune, il faut qu'il y ait une ville, c'est-à-dire un regroupement d'habitations et d'habitants suffisamment important au sein d'une seigneurie. Si la ville est suffisamment prospère et développée, elle peut alors négocier avec son seigneur son indépendance. Cette négociation peut se traduire par une transaction financière, par exemple. Si le seigneur est d'accord, elle obtient alors une charte de franchise. En revanche, si le seigneur n'est pas d'accord, on peut avoir une révolte de la ville contre ce seigneur. Si la ville l'emporte, elle obtient sa charte de franchise et son indépendance. Cette charte de franchise marque officiellement la naissance de la ville en tant que commune. Elle va donc être maintenant dirigée par un conseil communal composé d'échevins dans le nord de l'Europe et de consuls dans le sud de l'Europe. Comme pour les campagnes, la société urbaine est très inégalitaire. On peut ainsi la hiérarchiser en plusieurs groupes. Tout en bas de l'échelle, nous retrouvons les pauvres qui ne possèdent pratiquement rien. Au-dessus, nous avons ce qu'on appelle le peuple menu, qui est composé des petits artisans et des petits boutiquiers et de travailleurs salariés. Ils ont de l'argent suffisamment pour vivre, mais ne vivent pas dans la richesse.
Au-dessus, nous trouvons par contre le peuple gros, qui est composé de nobles, de riches marchands et de riches artisans, qui eux vivent très bien. Tout en haut de cette échelle, nous retrouvons l'élite bourgeoise, donc qui dirige la ville, donc le bourg. Il existe des relations entre ces différents groupes. Par exemple, le peuple menu peut parfois se révolter contre le peuple gros, et c'est dans ce peuple gros que l'on va choisir les dirigeants de la ville. Le peuple menu peut également basculer dans la pauvreté si un salarié, un artisan perd son travail par exemple. Enfin, nous allons nous intéresser aux principaux groupes présents dans les villes. Tout d'abord, les religieux. Leur mission va être de s'occuper des pauvres, des mendiants, de soigner les habitants, d'enseigner notamment dans les universités dont nous parlions tout à l'heure, de s'occuper des fidèles comme le feraient tous les religieux. Les religieux font également construire des édifices, des églises et cathédrales de plus en plus grands et de plus en plus beaux pour pouvoir accueillir cette population grandissante et pour pouvoir montrer la puissance de la religion. Ensuite, nous avons les artisans. On a de nombreux métiers comme les boulangers, vous avez à l'écran, les cordonniers, les tanneurs, les tisserands ou enfin les tailleurs de pierre qui permettent de construire notamment les cathédrales. Ces différents métiers sont organisés en corporations. On a une corporation des boulangers, une corporation des tisserands par exemple, et à l'intérieur de ces corporations, on va établir des règles, des règlements sur le fonctionnement de ce métier. Les différentes corporations sont également hiérarchisées. Vous commencez en tant qu'apprenti, puis vous pouvez devenir compagnon, et enfin, vous avez la possibilité de devenir maître. Pour cela, il faut réaliser un chef-d'œuvre. Le niveau de vie des artisans est très variable selon le métier qu'ils exercent, selon leur niveau dans la hiérarchie. Ces artisans peuvent également être confrontés à des risques, des blessures, des maladies, des pertes de revenus. Il faut savoir que si un artisan est blessé, s'il ne peut plus travailler, il n'a pas de complément de salaire. Et il peut, on l'a dit tout à l'heure, basculer dans la pauvreté. Ces artisans vont cependant s'organiser, parfois en sociétés de secours mutuels. C'est-à-dire qu'ils vont verser régulièrement de l'argent dans ces sociétés. Et s'ils sont malades, s'ils sont blessés, ils peuvent récupérer de l'argent pour ne pas devenir pauvres. Le dernier groupe que nous allons voir est le groupe des marchands. On peut avoir par exemple des boutiquiers qui vont tenir une simple échoppe. Les marchands vont vendre sur les marchés, ils vont vendre à la criée ou ils vont vendre directement dans leurs ateliers. Les produits peuvent arriver soit par la terre, soit par la mer. Les grands marchands, eux, ne possèdent pas de commerce, mais ils vont importer ou exporter des marchandises à l'échelle du pays ou du continent, voire même ils vont faire venir des produits d'Orient. Ces grands marchands peuvent devenir très riches, comme on le voit sur ce tableau des époux Arnolfini, où on voit par leurs vêtements, leur logement et le fait qu'ils se fassent représenter sur un tableau qu'ils ont de l'argent. Voici un schéma qui nous permettra de résumer l'organisation de la société urbaine. Nous avons le groupe des artisans, qui correspond à la majorité de la population, qui est composé de tisserands, de boulangers, de tanneurs par exemple. Ils vont être rassemblés en corporations, on a dans chaque métier une hiérarchie, et parfois ces corporations vont également s'organiser en sociétés de secours. Ensuite nous avons les religieux, qui s'occupent des fidèles, aident les pauvres, s'occupent des malades et enseignent. Ils font également construire de grands édifices. Ensuite, les marchands, ils vont s'enrichir grâce à leur commerce. Certains vont vivre très bien et d'autres vont être plus simples, ça va être les boutiquiers. Enfin, l'élite bourgeoise, qui va être composée de riches artisans et de riches marchands, va diriger la ville et on parle d'échevins dans le nord de l'Europe ou de consuls dans le sud de l'Europe. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos, à liker et commenter cette vidéo afin de me dire ce qui vous a plu, et n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez avoir en vidéo.